Ô vous, tendrement puissante, puissamment tendre, ô Marie, de qui est sortie la source des miséricordes. Chapitre 70. Le goût du sel. Les vagues se fracassaient avec régularité sur la baie. Les navires espagnols, les galions hollandais et les chaloupes basques oscillaient sur l'onde à l'abri de Sokoa. Le ciel gris foncé, où les nuages noirâtres parfois percés d'éclairs filaient vers les Pyrénées, prodiguait un refuge à Isco. Du souffle et de la fureur, Isco avait appris à ne pas les craindre. Il offrait son visage aux embruns saccadés, se passant la langue sur les lèvres salées, clignant des yeux, essayant de se souvenir du goût de la peau de Margareta et des autres. L'observatoire de la maison d'Etcheverry était devenu son lieu de prédilection. Isco avait passé les dernières semaines à achever la carte des franciscains récollets. Il se fichait de l'issue du procès. Il avait ensuite tué le temps en longue marche jusqu'à l'Atalaya, au fort de Sokoa, s'épuisant à gravir la Rune et les sentiers de contrebandiers qui sillonnaient les montagnes. Quand il n'enjolivait pas la carte des franciscains, Marcus préférait l'attendre à la baleine de maître Peyo, même si la baleine ne faisait plus les beaux jours de Saint-Jean-de-Luz. Il sentit un bras se poser sur son dos, une main envelopper son cou, une chaleur. Il n'avait pas besoin de se retourner. Durant ses jours à attendre le retour de Jacques de Mons, il avait évité les discussions trop intimes avec sa mère. Trop de silence avait imposé le silence. Isco avait appris à vivre avec, à le respecter, à le déchiffrer, croyait-il. Alaya restait la femme fière et sombre qui commandait le respect à ceux qui la croisaient. Mais maintenant, Isco recollait les morceaux, le conflit entre seigneurs pour des terres, des dénonciations calomnieuses arrachées à des serfs vils et craintifs. Isco se sentait sali, pour sa mère, pour Pasquale aussi, prisonnier d'une telle bassesse, d'une telle vilainie. Dans ces moments de tristesse, Isco pensait à Léna, à Anna. Les lettres qu'il envoyait restaient sans réponse. Étaient-elles perdues? Ou bien fallait-il interpréter ce silence autrement? Il se rappela la peau d'Anna, ce soir sur les berges de Stockholm, cette caresse, cette tendresse, ces complicités, et il eut envie d'elle. Il savait que ce n'était pas de l'amour, mais ça pouvait bien s'en approcher. Il sentit les doigts d'Alaya se poser sur son cou. Jacques de Mons est en bas. Isco se frotta le visage, léchant le sel de l'océan, le sel qui donne le goût aux choses. Jacques de Mons attendait devant la grande cheminée. Il avait déposé sa cape trempée sur une chaise et tourné le dos à l'âtre. Il jeta un regard appuyé à Alaya. Elle le lui rendit, sans ciller, et quitta la pièce. Isco servit un verre de vin à l'intendant. Il avait dû, comme l'habitude, laisser son escorte au château d'Urtuby. De Mons vida la coupe presque d'un trait, avec une avidité qu'Isco ne lui connaissait pas. Pour la première fois aussi, il le vit sourire. Un sourire innocent, vrai, sincère, qui déformait son visage et le rendait plus laid encore, tant celui-ci n'était pas fait pour cet exercice. Cette carte semblait être ce que Mazarin avait attendu depuis des années. Pensez donc, avec la fronde, la révolte qui gronde contre les impôts, le nom de Mazarin devenu injustement odieux aux oreilles des tenants des offices, nous avons tant besoin d'argent frais. L'Asie est cette promesse. Le projet est ancien. Il veut y avoir la clé. Il a passé 1 heure pleine à examiner la carte, me permettant de rester. Il s'est entouré de ses conseillers. Si vous aviez vu son regard, on voyait le conquérant en lui. Quel homme! Quelle fierté de servir un tel visionnaire! Il a aussitôt donné ses ordres pour étudier la constitution d'une compagnie royale pour les Indes orientales. Il a d'emblée ordonné la copie en de nombreux exemplaires de la carte et m'a chargé tout spécialement de son suivi. Qu'est-ce que j'obtiens en échange? Jacques de Mons trouva aussitôt sa mine dure, naturelle. Son regard se posa sur la porte par laquelle Alaya s'était retirée.
Vous êtes largement payé pour vos services, et vos parents sont toujours en vie, à ce que je sache. Vous servez votre pays, votre famille, votre roi et votre Dieu. Quelle récompense pourriez-vous bien espérer en plus? Concentrez-vous plutôt sur la mise à jour régulière de cette carte. Mazarin fait préparer des missives à nos hommes aux Indes pour effectuer des reconnaissances. Les lettres. Jacques de Mons le regarda visiblement sans comprendre. Oui, je viens de vous le dire, Mazarin fait établir des lettres pour mobiliser nos relais sur la route des Indes, les préparer. Une grande aventure. Les lettres que vous conservez à Bordeaux, les lettres de dénonciation, ces lettres de honte grâce auxquelles vous maintenez la peur sur les gens, sur cette cité, sur cette maison même. Jacques de Mons allait ouvrir la bouche, mais il ne dit rien. Il avait compris. Il trouvait sa place, l'homme de pouvoir et d'ambition, sûr de ses arguments et de son poids. Il secoua la tête. Vous vous engagez sur une voie dangereuse. Il retrouvait son sourire mauvais qui rendait à son visage une forme d'harmonie. Je pense que c'est vous qui vous êtes engagé sur un projet trop grand pour vous. Trop grand? Vous mettriez en doute les capacités de Mazarin? Vous y perdrez votre tête. Vous avez la chance que vos services soient requis à Amsterdam. J'en ai parlé à Mazarin. Sans vous nommer, bien sûr. Il compte sur ces informations. Oubliez ces lettres, croyez-moi. La carte est un faux. Jacques de Mons cligna des yeux. C'est impossible. La carte est un faux, réalisé par mes soins. Mazarin pourrait le savoir très vite, et alors s'en sera fini de votre réputation. Vous perdrez tout. La poitrine de Mons se soulevait rapidement. Aucun mot ne parvenait à en sortir. Son cerveau n'acceptait pas l'information. La flotte commerciale que Mazarin va mettre sur pied va courir au désastre. Vous en serez tenu pour responsable. Jacques de Mons jeta sa cape à terre et s'assit sur le siège, dos au feu. Son visage perdait toute contenance. Vous bluffez. Vous le verrez vite. Dès que les premiers navires s'aventureront dans des ports qu'ils croient à leur merci, mais où ils feront face à des garnisons hostiles. Pour se mettre à l'abri, ils chercheront des criques ou des baies qui n'existent pas. Les navires seront saisis, les équipages éliminés, l'honneur de la France bafoué. Vous n'oseriez pas. Vous oubliez que vous parlez à un homme que vous manipulez depuis 20 ans. De Mons s'effondrait à vue d'œil. Vous aurez l'original de la carte quand j'aurai les lettres. Le mal sera fait, ma réputation sera détruite. Des navires peut-être déjà en route. Pas si je témoigne en votre faveur, cette nouvelle carte à l'appui, en insistant sur le fait que vous avez déjoué une tentative de désinformation, mais que, fort de cette expérience, vous serez le mieux placé pour veiller à la sécurité de la nouvelle compagnie. Vous pourrez affirmer que les coupables ont été attrapés et que vous êtes intervenu avant que des dommages irréparables soient commis. Votre honnêteté sera récompensée, car vous aurez les bonnes connexions. Avec la nouvelle carte, il sera facile d'exiger de faire vérifier et confirmer la véracité des informations contenues. Vous en ressortirez conforté et averti, et toujours indispensable, grâce à votre lien avec moi au cœur du nouvel empire des cartes à Amsterdam. Qu'est-ce qui vous fait dire que ça se passerait comme ça, et que je ne finirais pas aux galères ou écartelé? Parce que Mazarin aussi doit sauver la face, surtout en ce moment, où la fronde est encore dans toutes les têtes. Il n'a pas d'autre choix que d'accepter vos explications et de vous maintenir sa confiance. Il se méfiera, bien sûr, mais vous devriez garder votre privilège et votre tête. Jacques de Mons enfonça son visage dans ses mains. Jamais Isco ne l'avait vu dans un tel état. Il aurait voulu prolonger à l'infini ce moment, que Pasquale et Alaya y assistent. Jacques de Mons avait fait pénétrer Isco dans son vaste office de Bordeaux dès le lendemain. Marcus surveillait la lourde porte ouvragée du bureau, la main posée sur le pommeau de son épée. Isco suivit de Mons jusqu'à une commode en chêne renforcée de ferronnerie. Dès que de Mons en eut actionné le dispositif, Isco l'écarta. Jacques de Mons se laissa faire, la tête visiblement perdue à calculer ses chances de survie. Isco ouvrit le premier tiroir,
Il était rempli de lettres. Les 3 autres tiroirs également. Plusieurs commodes et armoires meublaient la salle. Contiennent-elles toutes des lettres de dénonciation? Celle-ci et cette autre. Jacques de Mons parut gêné. N'oubliez pas que cet épisode est un héritage de Pierre de l'Ancre, dont vous avez su tirer le plein bénéfice. Je veux toutes celles de Saint-Jean-de-Luz. Je croyais que nous parlions de vos parents seulement. Isco gardait la main tendue. Toutes. Jacques de Mons prit les lettres une par une, lisant les premières lignes, faisant des tas. Isco s'était approché, vérifiait, le tas grossissait. Des procès par dizaines, des témoignages par centaines. Il fit un signe à Marcus, qui comprit. Il arracha un rideau, le trancha, posa une large pièce de tissu au sol, près d'Isco. Ce dernier commença à jeter les lettres de la chasse aux sorcières de Saint-Jean-de-Luz sur le rideau. Jacques de Mons attira son attention sur une lettre, puis sur 2 autres. Elles concernaient Alaya. Isco les glissa dans sa tunique, ventre crispé, gorge sèche. Quand la commode fut vide, Marcus prit les bords du rideau et s'en fit un sac. Je laisserai la carte à frère Jean Elizondo, au couvent des Récollets, avec les instructions pour la décrypter. Quand Isco et Marcus avaient quitté le bureau de Jacques de Mons, ce dernier avait rattrapé Isco. Il l'avait pris par le bras. Marcus attendait en haut des escaliers, sous l'œil suspicieux de soldats lourdement armés. Vous emportez ces lettres et vous croyez vous débarrasser de la menace qui pesait sur vous et vos parents? Isco avait brutalement repoussé la main de l'intendant. Mais vous continuerez, je le sais, je vous connais. Votre mission est plus grande que vous. Vous n'avez pas mon cynisme. Ce Saccard, vous voulez vraiment le sauver? Et je vous offre de le faire. Je continuerai à vous aider. Vous aurez tout l'argent qu'il vous faut. Et vous m'aiderez, n'est-ce pas? Isco avait attendu la suite. Jacques de Mons avait retrouvé son visage taillé à la serpe, regard de nouveau brûlant, après les derniers jours où il avait semblé perdu. Pourquoi vous croirais-je maintenant? Vous me tenez avec cette carte. Soit. Mais cette mission est devenue la vôtre, malgré vous. Vous voulez effacer les traces du péché originel, plus que vous ne le croyez. Isco partit sans lui répondre. Mons avait peut-être raison. Plus personne ne le forçait à retourner en Laponie. Mais l'intendant avait tort s'il pensait que sa propre mission, celle de Mazarin, le guiderait. Désormais, Isco serait son propre maître. Marcus ne lui avait pas posé de questions, quand, au retour de Bordeaux, Isco l'avait d'abord entraîné des montagnes d'Irati aux berges de l'Adour. Pour s'y rendre, il avait emprunté les 2 bœufs de Johannes Loyola et sa carriole. Lorsque Isco et Marcus étaient revenus 3 jours plus tard à la ferme Loyola, avec du pain d'Irati et du chêne de l'Adour, la femme maigre lui avait baisé les doigts et avait supplié qu'Isco pose la main sur le front de ses enfants. Le paysan avait fondu en larmes lorsqu'Isco avait jeté sous ses yeux 2 lettres dans la cheminée de la ferme. 2 lettres, avait expliqué Isco, où son nom figurait. La première, où Johannes Loyola dénonçait une femme de pêcheur de baleines. Loyola se rappelait seulement avoir dessiné une croix sur une feuille, sous le regard menaçant d'un magistrat à l'air sévère. Dans la seconde lettre, la femme maigrichonne de Loyola, 13 ans alors, était dénoncée par Damaso Orduna, enfant à l'époque, pour avoir ensorcelé de braves soldats égarés et les avoir ainsi forcés à lui faire l'amour pendant toute une nuit de pleine lune, après avoir mangé des morceaux d'enfants non baptisés. Isco se tenait maintenant devant la grande cheminée de la maison d'Etcheverry. L'un après l'autre, il jeta dans les flammes vives les courriers ramenés de Bordeaux, qui brûlaient de ces mêmes bois d'Irati et de l'Adour, qui avaient alimenté les bûchers des années plus tôt. Isco n'avait pas conservé que les lettres concernant Alaya, ne sachant qu'en faire, lire ou pas. Alaya l'avait rejoint alors que Marcus finissait de préparer leurs affaires. Les 2 hommes devaient embarquer quelques heures plus tard pour Amsterdam. Alaya avait amené Isco dans la tour. Le soleil à peine voilé faisait scintiller la plage de Saint-Jean-de-Luz
et la teintait du blond cendré de Margareta. Isco n'avait pas revu Pasquale, toujours en mer. Il ne pouvait patienter. Qui sait s'il reverrait son père? Il prit les mains de sa mère, la forçant à le regarder. Le soleil faisait étinceler sa chevelure poivre et sel. Vous n'avez plus rien à craindre. Père non plus. Plus rien à craindre? Les lettres de Pierre de l'Ancre, je les ai récupérées. Jacques de Mons ne peut plus rien contre vous. Mais c'est mieux que je ne sois pas ici, pour le dire à père. Alaya marqua le coup. C'était la première fois qu'Isco voyait son visage exprimer quelque chose d'indéfinissable. Ce n'était pas le doute, elle aurait pu être soulagée, mais ce n'était pas ça non plus. Un relâchement, l'espace d'un éclair, ou plutôt une tension qui changeait de nature. Car la tension demeurait, toujours, une tension qui se reportait sur autre chose. Isco réalisa à cet instant que sa mère resterait à jamais un mystère. Ton père savait. Il savait qu'il t'avait laissé entre les mains d'un monstre assoiffé de pouvoir. De l'encre d'abord, de monstre ensuite. Les deux faces d'une même pièce. Isco voulut répondre, mais Alaya lui posa un doigt sur la bouche. Il voulait te libérer de cette fidélité malsaine à ces hommes. Ce qu'il a enduré, il ne voulait pas que tu l'endures toi-même. Pas pour ces gens-là, pas pour ces raisons-là. Il n'a pas su te le dire. Alaya évitait maintenant le regard d'Isco, car il craignait que tu le méprises. Elle l'affronta de nouveau. Que tu lui reproches de ne pas avoir affronté Pierre de l'Ancre. Regard planté dans le sien, comme un harpon dans le dos d'une baleine. Il voulait exprimer son affection en partageant avec toi la chasse, et le destin t'a enlevé à lui. Quand Carmelo est mort, il a senti que la chasse ne pourrait plus jamais être ce lien. Il a compris qu'il t'avait perdu une seconde fois, et cette fois-ci définitivement. Le péché originel, son purgatoire. Mais la nouvelle Ève n'effaçait-elle pas la faute d'Ève? À quoi bon, sinon continuer? De Mons avait peut-être raison. Effacer les traces du péché originel.